La lumière automnale filtrait à travers les vitraux de Notre-Dame, projetant des ombres colorées sur le sol de pierre. Élise Dumas, musicologue de 34 ans aux cheveux auburn et au regard déterminé, suivait le père Mathieu dans les entrailles de la cathédrale. Ses pas résonnaient dans l'escalier en colimaçon qui menait aux archives. Ces manuscrits n'ont pas été consultés depuis des décennies, mademoiselle Dumas, expliqua le prêtre en déverrouillant une porte en bois massif. Votre recherche sur les compositeurs oubliés du XIXe siècle pourrait bien trouver son bonheur ici. La pièce sentait le papier vieilli et la poussière. Des étagères croulaient sous le poids de partitions jaunies et de documents anciens. Élise ressentit ce frisson familier, celui de l'historienne sur le point de toucher le passé du bout des doigts. Je vous laisse à vos découvertes, dit le père Mathieu. N'oubliez pas, les archives ferment à 18 h. Seule, Élise commença méthodiquement son exploration. Après 3 heures de recherche, ses yeux fatigués tombèrent sur un manuscrit à la couverture de cuir craquelé. Le nom inscrit en lettres d'or ternies attira son attention, Victor Moreau, 1798 à 1845, la symphonie des ombres. Moreau, murmura-t-elle, fouillant dans sa mémoire. Un compositeur mineur, à peine une note de bas de page dans l'histoire musicale française. Elle ouvrit délicatement le manuscrit. Les notes dansaient sur le papier avec une complexité troublante. La structure était audacieuse, presque moderne pour son époque. Mais ce qui frappa Élise, ce furent les annotations dans les marges, griffonnées d'une main fébrile, ne jamais jouer en entier, seul le silence apporte la paix, le pacte doit rester scellé. Un courant d'air froid caressa sa nuque. Élise se retourna brusquement, mais la pièce était vide. Elle reporta son attention sur le manuscrit et découvrit une notice biographique succincte. Victor Moreau, compositeur prometteur mais tourmenté, était mort dans la misère, son œuvre finale jamais interprétée. La légende voulait qu'il ait brûlé la seule copie existante avant de se suicider. Pourtant, elle tenait cette partition entre ses mains. « Comment es-tu arrivé ici » chuchota Élise au manuscrit. La dernière page contenait une note du compositeur. « Cette symphonie est mon triomphe et ma malédiction. Que Dieu pardonne ce que j'ai invoqué pour la créer. » Élise photographia chaque page avec son téléphone, puis glissa soigneusement le manuscrit dans son sac. Une autorisation spéciale lui permettait d'emprunter certains documents pour son travail à l'université. En quittant Notre-Dame, le soleil se couchait, baignant la façade dans une lueur rougeâtre. Élise leva les yeux vers les gargouilles qui surplombaient Paris. L'une d'elles, un démon ailé aux traits tordus, semblait la fixer directement. Un frisson parcourut son échine. « Mademoiselle, vous avez oublié ceci » interpella le père Mathieu, lui tendant son écharpe. « Merci, père. Dites-moi, connaissez-vous Victor Moreau » Le visage du prêtre se figea un instant. Un nom qui n'a pas été prononcé ici depuis longtemps. Certaines musiques, mademoiselle Dumas, sont mieux laissées dans le silence. Tandis qu'Élise s'éloignait, elle ne remarqua pas que la gargouille avait légèrement tourné la tête pour suivre sa progression sur le parvis. Cette nuit-là, dans son appartement du Marais, Élise rêva de cathédrales et de mélodies sinueuses qui s'enroulaient autour d'elle comme des serpents. Et dans son sac, le manuscrit semblait pulser d'une vie propre, attendant d'être redécouvert après presque 2 siècles de silence. Le bureau de Laurent Beaumont, directeur musical de l'Orchestre national de Paris, offrait une vue imprenable sur la scène. Élise observait le chef d'orchestre de 50 ans, dont les tempes grisonnantes et le regard perçant trahissaient une vie dédiée à la musique. Il feuilletait le manuscrit de Moreau avec un mélange de curiosité et de scepticisme. « Une œuvre inédite, vous dites » demanda-t-il en ajustant ses lunettes. « Et pourquoi personne n'en a entendu parler jusqu'à présent » Élise s'avança sur sa chaise. « C'est justement l'objet de mon documentaire, Monsieur Beaumont. » Victor Moreau était considéré comme un génie incompris. Cette symphonie pourrait changer notre perception de la musique romantique française. Laurent émit un petit rire. Vous ne manquez pas d'ambition, mademoiselle Dumas. Mais je dois admettre que cette partition est intrigante. Il s'arrêta sur une page, fronçant les sourcils. Ces progressions harmoniques sont remarquablement modernes pour l'époque. Presque dissonantes. Exactement, s'exclama Élise. Moreau était en avance sur son temps. Imaginez l'impact culturel de cette redécouverte. Votre orchestre pourrait être le premier à interpréter cette œuvre depuis sa création. Laurent referma le manuscrit, pensif. Je ne peux pas engager tout l'orchestre sur un projet aussi spéculatif. Mais... Il tapota la couverture du bout des doigts.
Je pourrais réunir un ensemble réduit pour une lecture du premier mouvement. Pour votre documentaire. C'est parfait, sourit Élise, dissimulant son excitation. Quand pouvons-nous commencer? Jeudi prochain. Studio B. Je vous préviens, nous n'aurons que 3 heures. En quittant le bureau, Élise sentit une vague d'euphorie la submerger. Elle sortit son téléphone pour appeler son producteur quand une voix l'interpella. Vous êtes la musicologue, n'est-ce pas? Un homme d'une 60aine d'années, en uniforme de maintenance, se tenait dans le couloir. Son badge indiquait « Michel Lefebvre, gardien ». Oui, je suis Élise Dumas. J'ai entendu parler de votre projet. La symphonie des ombres. Son regard était intense, presque fiévreux. Vous l'avez trouvé à Notre-Dame? Comment le savez-vous? Michel s'approcha. J'y travaille depuis 30 ans. Je connais chaque pierre, chaque statue. Et chaque légende. Il baissa la voix. Certaines partitions devraient rester dans leurs archives, mademoiselle. Vous connaissez Moreau? Demanda Élise, intriguée. Je connais les histoires. On dit que sa musique a été inspirée par autre chose que le génie humain. Il jeta un regard nerveux autour de lui. Venez me voir à Notre-Dame si vous voulez en savoir plus. Demandait Michel, le gardien des gargouilles. Avant qu'Élise puisse répondre, il s'éloigna rapidement. Le jeudi suivant, le studio B bourdonnait d'activité. 12 musiciens préparaient leurs instruments tandis que Laurent distribuait les partitions transcrites par Élise. Nous allons simplement faire une lecture du premier mouvement, annonça Laurent. Prenez votre temps pour vous familiariser avec la notation. Antoine Mercier, premier violon, fronça les sourcils en parcourant sa partie. Ces motifs sont étranges. Presque comme s'ils formaient des mots. Concentrons-nous sur la musique, coupa Laurent. Depuis le début, s'il vous plaît. Les premières notes s'élevèrent, hésitantes d'abord, puis avec plus d'assurance. Élise, caméra en main, sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La musique était à la fois belle et dérangeante, mélancolique et menaçante. Les harmonies semblaient se tordre, créant une tension presque insupportable avant de se résoudre dans des accords d'une beauté saisissante. Soudain, une corde du violon d'Antoine se rompit, le fouettant au visage. Un filet de sang coula sur sa joue. Merde, s'écria-t-il, reculant brusquement. Sa chaise bascula et il tomba, renversant son pupitre. Laurent interrompit l'orchestre. Antoine, ça va. Le violoniste se releva, essuyant le sang. La corde a claqué d'un coup. Je n'ai jamais vu ça. Élise remarqua que la caméra s'était éteinte toute seule. En essayant de la rallumer, elle constata que la batterie, pourtant pleine, était complètement déchargée. Peut-être devrions-nous faire une pause, suggéra Laurent, visiblement troublé. Tandis que les musiciens quittaient la salle, Élise s'approcha du manuscrit original qu'elle avait apporté pour référence. Les annotations dans les marges semblaient avoir changé, comme si l'encre avait coulé pour former de nouveaux motifs. Elle cligna des yeux, et tout redevint normal. Tout va bien? Demanda Laurent, la faisant sursauter. Oui, j'ai cru voir quelque chose. Laurent observa le manuscrit. Cette musique est troublante. Belle, mais, elle semble réveiller quelque chose. Quelque chose qui dormait depuis longtemps, murmura Élise, se rappelant les paroles de Michel. À travers la fenêtre du studio, elle pouvait apercevoir les tours de Notre-Dame au loin. Et pendant un instant, elle crut voir une silhouette ailée se détacher contre le ciel gris de Paris. La pluie battait contre les gargouilles de Notre-Dame, transformant leurs grimaces en masques ruisselants. Élise, abritée sous un parapluie noir, traversa le parvis désert. Il était à peine 7 heures du matin, et la cathédrale n'ouvrirait pas avant 1 heure aux touristes. Pourtant, une silhouette solitaire l'attendait près d'une porte latérale. Vous êtes venu, constata Michel, son visage buriné partiellement caché sous la capuche d'un imperméable usé. Suivez-moi. Il déverrouilla la porte, révélant un étroit passage de service. L'odeur d'encens et de pierre humide enveloppa Élise tandis qu'il pénétrait dans la cathédrale silencieuse. Pourquoi si tôt? Demanda-t-elle, refermant son parapluie. Les pierres parlent plus librement quand les hommes se taisent, répondit énigmatiquement Michel. Et aujourd'hui, elles sont agitées. Ils traversèrent la nef déserte, leurs pas résonnant sous les voûtes séculaires. Michel s'arrêta devant une porte discrète et sortit un lourd trousseau de clés. Peu de gens connaissent cet accès, expliqua-t-il en ouvrant la porte. Il mène directement aux galeries supérieures.
L'escalier en colimaçon était étroit, usé par des siècles de passage. Élise suivait Michel, une main sur le mur de pierre froide pour garder l'équilibre. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?» demanda-t-elle pour briser le silence oppressant. 32 ans. 3 générations de Lefebvre avant moi ont servi Notre-Dame. Mon arrière-grand-père était déjà gardien lors de la grande restauration de Viollet-le-Duc. Ils débouchèrent sur une galerie extérieure, surplombant Paris. La pluie avait cessé, laissant place à une brume matinale qui enveloppait la ville. Juste au-dessus d'eux, les gargouilles semblaient veiller sur la cité endormie. « Regardez-les » murmura Michel avec une révérence presque religieuse. Pas de simple sculpture. Des gardiens. Élise observa les créatures de pierre, démons, chimères, oiseaux fantastiques. Leurs expressions semblaient changer subtilement dans la lumière mouvante. « Vous parlez comme si elles étaient vivantes » remarqua-t-elle. « Elles le sont, à leur façon. » Michel s'approcha d'une gargouille particulièrement grotesque. Celle-ci s'appelle Astaroth. Je lui parle tous les jours depuis 30 ans. Élise ne put réprimer un sourire. Vous leur avez donné des noms? Je n'ai rien inventé. Leurs noms étaient déjà là, dans les archives de la cathédrale. Il désigna d'autres sculptures. Bélial, Asmodée, Lilith. Des gardiens emprisonnés dans la pierre. Des démons? Des entités anciennes. Ni bonnes ni mauvaises. Elles protègent Paris contre des forces plus anciennes encore. Il se tourna vers elle, son regard soudain intense. Votre compositeur, Moreau, les connaissait. Un frisson parcourut Élise. Comment? Venez voir. Michel la conduisit à travers un dédale de passage jusqu'à une petite pièce sous les combles. Des étagères croulaient sous de vieux registres et des boîtes poussiéreuses. Il sortit un journal relié de cuir. Le journal de l'abbé Fournier, 1844. Il mentionne un musicien qui venait souvent à Notre-Dame, passant des heures à observer les gargouilles. Un certain Victor Moreau. Élise prit délicatement le journal et lut le passage que Michel indiquait, le musicien Moreau est revenu aujourd'hui. Je l'ai trouvé dans la galerie nord, dessinant les gargouilles avec une précision troublante. Il prétend entendre leur musique. Je crains pour son âme. Il y a autre chose, continua Michel, sortant un dessin jauni. Ceci a été trouvé dans la sacristie après la mort de Moreau. Le dessin représentait une partition musicale superposée au visage d'une gargouille. Les notes formaient les traits du démon, dans une symbiose parfaite entre musique et pierre. Moreau croyait que les gargouilles chantaient, expliqua Michel. Et qu'en transcrivant leur chant, ils pourraient libérer leur pouvoir. Pourquoi faire? La gloire. L'immortalité. Ou peut-être quelque chose de plus sombre. Michel reprit le dessin. Depuis que vous avez trouvé cette symphonie, elles sont agitées. Regardez. Il désigna une gargouille à travers la fenêtre. Élise plissa les yeux. Je ne vois rien de particulier. Elle a bougé. De quelques centimètres seulement, mais elle n'est plus dans la même position qu'hier. Élise allait protester quand son téléphone vibra. Un message de Laurent, répétition confirmée ce soir. 20h, Studio B, orchestre complet. Je dois y aller, dit-elle, soudain pressée. L'orchestre va jouer la symphonie ce soir. Le visage de Michel se décomposa. Non. Vous ne comprenez pas. Cette musique est un rituel. Elle réveille ce qui devrait rester endormi. Ce ne sont que des superstitions, Michel. Je suis scientifique. Alors expliquez-moi ceci, dit-il en lui tendant un article de journal daté de 1845. Le suicide de Moreau n'était pas le seul événement tragique cette année-là. L'article relatait une série d'accidents inexpliqués autour de Notre-Dame, chute mortelle, crise de folie, disparition. Tous dans les semaines suivant la mort de Moreau. Simple coïncidence, murmura Élise, mais le doute s'insinuait en elle. Alors qu'il redescendait, un bruit sourd retentit au-dessus d'eux. Comme si quelque chose de lourd s'était déplacé sur le toit. Qu'est-ce que c'était? Demanda Élise. Michel ne répondit pas, accélérant le pas. Dans la nef, l'obscurité semblait plus dense qu'à leur arrivée, malgré leur avancée. Les vitraux ne projetaient qu'une lumière diffuse, comme voilée. Soudain, toutes les bougies votives s'éteignirent simultanément. Élise sursauta, se rapprochant instinctivement de Michel. « Elles savent, murmura-t-il. Elles savent que la symphonie va être jouée. » Un chuchotement sembla émaner des murs mêmes, comme si la pierre respirait.
Élise sentit ses cheveux se dresser sur sa nuque. Nous devons sortir, dit Michel, la poussant vers la porte. Sur le parvis, la lumière du jour les accueillit, dissipant l'angoisse qui les avait saisis à l'intérieur. Élise respira profondément. Ce soir, dit Michel en lui serrant le bras, n'interprétez pas la symphonie en entier. Promettez-le-moi. Élise hocha la tête, troublée malgré son scepticisme. En s'éloignant, elle leva les yeux vers les tours. Pendant un instant, elle crut voir une gargouille tourner lentement la tête pour la suivre du regard. Ce n'était qu'un effet de la lumière. Ça ne pouvait être que cela. L'appartement d'Élise, niché au 4e étage d'un immeuble haussmannien, était devenu un sanctuaire de recherche. Des partitions couvraient chaque surface, des notes adhésives multicolores marquaient les pages de livres d'histoire musicale, et son tableau blanc était un labyrinthe de connexions entre Moreau, Notre-Dame et la musique romantique française. La pluie avait repris, tambourinant contre les fenêtres en rythme avec la pendule. 3 heures avant la répétition. Élise fixait l'écran de son ordinateur, où défilaient les pages numérisées du manuscrit. Quelque chose lui échappait. La sonnette retentit, la faisant sursauter. Sur le seuil se tenait Laurent, les cheveux humides de pluie, une mallette en cuir sous le bras. Je passais dans le quartier, dit-il avec un sourire qui démentait cette coïncidence. J'ai pensé que nous pourrions revoir la partition ensemble avant ce soir. Élise l'invita à entrer, débarrassant hâtivement une chaise des livres qui l'encombraient. Du thé ? Volontiers. Pendant qu'elle préparait les tasses dans la cuisine ouverte, Laurent observait le mur de recherche. Impressionnant. Vous ne faites pas les choses à moitié. La rigueur académique, répondit-elle en revenant avec le thé. Mais j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Laurent ouvrit sa mallette et en sortit un petit carnet relié de cuir noir, visiblement ancien. Peut-être ceci vous aidera-t-il. Élise prit le carnet avec précaution. Qu'est-ce que c'est ? Le journal personnel de Victor Moreau. Un collectionneur privé me l'a prêté quand il a entendu parler de notre projet. Les mains d'Élise tremblaient légèrement en ouvrant le journal. L'écriture était fine, nerveuse, parfois presque illisible, comme tracée dans un état de grande agitation. 10 avril 1844, j'ai entendu à nouveau la mélodie cette nuit. Elle vient des hauteurs de Notre-Dame, un chant ancien qui transcende notre compréhension moderne de l'harmonie. Si seulement je pouvais la capturer entièrement. Élise tourna les pages, absorbée. Moreau décrivait ses visites nocturnes à la cathédrale, ses conversations avec les gargouilles qu'il percevait comme des êtres conscients, emprisonnés dans la pierre. 3 juin 1844, Astaroth m'a parlé clairement aujourd'hui. Il m'a promis une musique qui transcenderait les siècles, qui me rendrait immortel. Le prix semble dérisoire, simplement jouer leur symphonie pour le monde. Laurent observait Élise, étudiant ses réactions. Il semble que votre ami Michel n'avait pas entièrement tort. Moreau souffrait manifestement de troubles mentaux, répondit Élise, mais sa voix manquait de conviction. Continuez à lire, suggéra doucement Laurent. 15 septembre 1844, le pacte est scellé. Mon sang contre leur musique. La symphonie des ombres prend forme sous mes doigts, mais je ne contrôle plus la plume. Ce sont eux qui composent à travers moi. Les entrées suivantes devenaient de plus en plus erratiques. Moreau décrivait des cauchemars, des voix, des visions de Paris en flammes. Puis, une entrée datée du 2 janvier 1845 attira l'attention d'Élise. J'ai compris leur véritable intention. La symphonie n'est pas une œuvre d'art, mais une clé. Une clé pour ouvrir une porte scellée depuis des siècles. J'ai modifié subtilement certains passages, introduit des dissonances qui perturberont le rituel. Ils ne s'en apercevront peut-être pas, mais c'est ma seule rébellion possible. La dernière entrée, datée du 15 février 1845, était simplement « Que Dieu me pardonne ». 3 jours plus tard, Moreau était retrouvé pendu dans son studio, le manuscrit original apparemment brûlé. « Comment cette copie a-t-elle survécu » murmura Élise. « C'est la question, n'est-ce pas ?» Laurent se leva et s'approcha de la fenêtre. « Ma fille, Sophie, a commencé à faire des dessins étranges cette semaine. » Il sortit son téléphone et montra à Élise plusieurs dessins d'enfants représentant des créatures ailées perchées sur des bâtiments. Elle dit qu'elle lui parle dans ses rêves. Élise sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. « Laurent, peut-être devrions-nous reconsidérer la répétition de ce soir. Et manquer la découverte musicale du siècle ?» Il secoua la tête. « Je ne crois pas aux malédictions, Élise. Moreau était un génie torturé,
probablement schizophrène. Sa musique mérite d'être entendue. Le téléphone d'Élise vibra. Un message de Michel, elle bouge. Venez vite. Je dois y aller, dit-elle en se levant brusquement. Une urgence. Laurent la regarda avec curiosité. Notre-Dame? Comment le savez-vous? Intuition. Il rassembla ses affaires. Je vous accompagne. Ce n'est pas nécessaire, j'insiste. Si cette symphonie est liée à la cathédrale, je dois comprendre comment. Ils prirent un taxi sous la pluie battante. Élise remarqua que Laurent gardait les yeux fixés sur les toits de Paris, comme s'il cherchait quelque chose. Votre fille, Sophie, demanda-t-elle doucement, a-t-elle mentionné des noms pour ces créatures dans ses dessins? Laurent hésita. Un seul, récurrent. Astaroth. Le nom résonna dans l'esprit d'Élise comme une note dissonante. La même gargouille que Michel avait nommée. La même entité que Moreau prétendait avoir contactée. Le taxi s'arrêta devant Notre-Dame. Michel les attendait sous un parapluie, son visage creusé par l'inquiétude. Venez voir, dit-il sans préambule, les conduisant vers un point d'observation sur le parvis. Il pointa du doigt une gargouille particulière, un démon aux ailes déployées. Regardez sa position. Laurent plissa les yeux. Je ne vois rien d'anormal. Hier, ses ailes étaient repliées, insista Michel. Et ses griffes ne pointaient pas vers le bas. Élise sortit son téléphone et consulta les photos qu'elle avait prises la veille. Son sang se glaça. Michel avait raison. La position avait changé. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Tout est possible quand on réveille ce qui dort depuis des siècles, répondit Michel. Il se tourna vers Laurent. Vous êtes le chef d'orchestre. Vous devez annuler la répétition. Laurent observait la gargouille avec une fascination croissante. Au contraire. Nous devons jouer cette symphonie. C'est la seule façon de comprendre. Un éclair déchira le ciel, illuminant brièvement la façade de Notre-Dame. Dans cette lumière crue, Élise crut voir toutes les gargouilles tourner simultanément leurs regards vers eux. La répétition aura lieu, déclara Laurent d'un ton qui n'admettait aucune contradiction. Mais nous prendrons des précautions. Michel secoua la tête, défait. Alors nous sommes tous condamnés. Dans le taxi qui les ramenait au studio, Élise ne pouvait s'empêcher de regarder en arrière, vers la cathédrale qui se dressait, menaçante, sous l'orage. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas commis une terrible erreur en déterrant la symphonie des ombres. Le studio de Radio France bourdonnait d'activité en cette soirée pluvieuse. Les musiciens accordaient leurs instruments, créant cette cacophonie particulière qui précède toujours l'harmonie. Élise, dans un coin de la salle, installait discrètement des micros supplémentaires pour son documentaire. Laurent, élégant dans son costume noir, parcourait une dernière fois la partition, annotant certains passages au crayon rouge. Son visage trahissait une concentration intense, presque fébrile. « Tout est prêt ?» demanda-t-il en s'approchant d'Élise. « Presque. » Elle hésita. « Laurent, j'ai réfléchi à ce que Michel a dit. Ne me dites pas que vous commencez à croire à ces superstitions ?» Il sourit, mais ses yeux restaient sérieux. « Non, bien sûr que non. Mais ces coïncidences sont troublantes. » Laurent posa une main sur son épaule. La musique a toujours été entourée de mythes et de légendes. C'est ce qui la rend magique, non? Avant qu'Élise puisse répondre, la porte du studio s'ouvrit brusquement. Michel se tenait là, trempé par la pluie, son visage blême contrastant avec son uniforme sombre. « Vous ne pouvez pas faire ça, dit-il, la voix tremblante. Deux agents de sécurité apparurent derrière lui. « Désolé, monsieur Beaumont. » Il insistait pour entrer. « C'est bon, répondit Laurent. Je le connais. » Les gardes se retirèrent, laissant Michel s'avancer dans la salle. Les musiciens l'observaient avec curiosité. « Michel, » commença doucement Élise, « nous prenons juste des précautions. Nous n'interpréterons pas la symphonie en entier. Même quelques notes sont dangereuses, insista-t-il. Les gargouilles, elles sont presque complètement réveillées maintenant. » Laurent soupira. « Monsieur Lefebvre, nous apprécions votre inquiétude, mais nous sommes des professionnels. Cette répétition aura lieu. » Michel sortit alors de sa poche un petit objet qu'il tendit à Élise. Une figurine de pierre, représentant une gargouille miniature. « Un fragment tombé ce matin, expliqua-t-il. De la gargouille que vous avez photographiée. Gardez-le avec vous. Pour votre protection. »
Élise prit l'objet, surprise par sa chaleur. La pierre semblait presque vivante sous ses doigts. « Merci, Michel, dit-elle doucement. Je le garderai près de moi. » Michel hocha la tête, résigné. « Je resterai pour la répétition. Si quelque chose se produit. »« Rien ne se produira, » affirma Laurent en retournant vers l'orchestre. « Mesdames, messieurs, en place s'il vous plaît. » Michel s'assit au fond de la salle, tandis qu'Élise vérifiait une dernière fois ses enregistreurs. La figurine de pierre pesait étrangement lourd dans sa poche. « Nous allons commencer par le premier mouvement, annonça Laurent. Allegro misterioso. Rappelez-vous, c'est une œuvre qui n'a jamais été jouée en public. Nous faisons de l'histoire ce soir. » Il leva sa baguette. Le silence s'installa, 7 secondes de tension parfaite avant que la musique ne jaillisse. Les premières notes s'élevèrent, hésitantes puis de plus en plus assurées. Élise fut immédiatement frappée par la modernité de la composition. Des harmonies qui n'auraient pas dû exister au XIXe siècle, des progressions qui semblaient anticiper Debussy ou même Stravinsky. La mélodie principale, portée par les violons, était d'une beauté déchirante, presque douloureuse. Elle semblait raconter une histoire ancienne, un âme venue du fond des âges. Puis les cuivres entrèrent, apportant une dimension nouvelle, plus sombre. Élise remarqua que plusieurs musiciens frissonnaient malgré la chaleur du studio. Sur leur visage se lisait un mélange de fascination et de malaise. À mi-chemin du premier mouvement, les lumières du studio vacillèrent légèrement. Personne ne sembla le remarquer, sauf Michel qui se redressa, aux aguets. La musique s'intensifiait, atteignant un premier climax. Les harmonies devenaient plus dissonantes, créant une tension presque insupportable. Élise sentit la figurine dans sa poche vibrer légèrement, comme en résonance avec certaines fréquences. Soudain, un bruit de verre brisé retentit. Une ampoule avait explosé au-dessus de l'orchestre, projetant des éclats sur les musiciens. Laurent interrompit la répétition d'un geste brusque. « Tout le monde va bien ?» demanda-t-il, inquiet. Les musiciens s'examinaient mutuellement. Personne ne semblait blessé. Probablement une surcharge électrique, suggéra le premier violon. Ça arrive. Continuons, décida Laurent après s'être assuré que tout était en ordre. La musique reprit, plus intense encore. Élise remarqua que Laurent ne suivait plus exactement la partition, accentuant certains passages, en modifiant subtilement d'autres. Son visage s'était transformé, comme habité par une présence étrangère. Le premier mouvement s'acheva dans un murmure inquiétant des cordes graves. Un silence pesant s'installa dans le studio. « C'est extraordinaire », murmura enfin une violoncelliste. « On dirait que la musique nous traverse plutôt que nous la jouons. » Exactement l'effet recherché, sourit Laurent, une lueur étrange dans le regard. Passons au deuxième mouvement. Michel se leva brusquement. « Vous aviez promis de ne jouer que le premier. » Les musiciens sont inspirés, Monsieur Lefebvre, répondit Laurent sans se troubler. Ce serait dommage de s'arrêter maintenant. Élise s'approcha de Laurent. Peut-être devrions-nous faire une pause. Pas maintenant, répondit-il sèchement. La musique demande à être libérée. Cette formulation étrange troubla Élise. Elle sortit son téléphone et constata qu'il n'y avait plus de réseau. Tous les appareils électroniques semblaient perturbés. Le deuxième mouvement commença, un adagio hypnotique porté par une mélodie de hautbois d'une tristesse infinie. Élise sentit des larmes couler sur ses joues sans pouvoir les contrôler. Autour d'elle, plusieurs personnes semblaient également émues jusqu'aux larmes. La figurine dans sa poche devenait de plus en plus chaude. Élise la sortit et fut stupéfaite de constater qu'elle semblait avoir changé d'expression, les traits du petit démon paraissant plus accentués, presque vivants. À l'extérieur, l'orage redoublait d'intensité. Des éclairs illuminaient régulièrement les fenêtres du studio, projetant des ombres fantastiques sur les murs. Au milieu du mouvement, la porte du studio s'ouvrit doucement. Une petite silhouette se glissa à l'intérieur. Élise reconnut Sophie, la fille de Laurent, âgée d'une dizaine d'années. Comment était-elle arrivée ici? L'enfant ne regardait pas son père, mais fixait intensément le plafond du studio, comme si elle y voyait quelque chose d'invisible pour les autres. Ses lèvres bougeaient silencieusement, comme si elle conversait avec un être imaginaire. Michel s'approcha discrètement de l'enfant et s'accroupit à côté d'elle. Ils échangèrent quelques mots à voix basse. Le visage du gardien se décomposa. Le deuxième mouvement s'acheva dans un accord parfait qui sembla flotter éternellement dans l'air. Laurent, le visage luisant de sueur,
se tourna vers l'orchestre avec un sourire extatique. Vous les sentez? Ils sont presque là. Les musiciens échangèrent des regards inquiets. Cette répétition prenait une tournure étrange. Élise s'approcha de Michel et Sophie. Que se passe-t-il? Elle les voit, murmura Michel. Les gardiens. Ils sont au-dessus de nous. Sophie leva les yeux vers Élise. Ils disent que la musique ouvre la porte. Ils ne peuvent pas la maintenir fermée plus longtemps. Un frisson glacé parcourut l'échine d'Élise. Laurent, appela TL, nous devons arrêter maintenant. Mais le chef d'orchestre semblait ne pas l'entendre. Il avait déjà levé sa baguette pour le troisième mouvement, un scherzo frénétique qui commença comme une danse macabre. Les lumières du studio se mirent à clignoter en rythme avec la musique. Des ombres impossibles se dessinaient sur les murs, silhouettes ailées qui semblaient danser autour des musiciens. Sophie s'accrocha soudain à la main d'Élise. Ils arrivent, chuchota TL. Les autres. Ceux que les gardiens retiennent. La figurine dans la main d'Élise devint brûlante. Elle la laissa tomber au sol où, au lieu de se briser, elle sembla s'enfoncer dans le plancher comme dans du sable mouvant. Le troisième mouvement s'intensifiait, les musiciens jouant avec une frénésie qui ne leur ressemblait pas. Leurs yeux étaient vitreux, comme s'ils étaient en transe. Laurent dirigeait avec des gestes de plus en plus amples, presque violents, son corps entier semblant possédé par la musique. Élise prit une décision. Elle s'avança vers la table de mixage et coupa brusquement l'alimentation électrique. Les lumières s'éteignirent, plongeant le studio dans l'obscurité. La musique s'interrompit dans un chaos de notes discordantes. Des exclamations de surprise et de protestation s'élevèrent. « Que se passe-t-il » cria Laurent, sa voix méconnaissable de colère. Les lumières de secours s'allumèrent, baignant la pièce d'une lueur jaunâtre. Les musiciens semblaient sortir d'un rêve, clignant des yeux avec confusion. Panne de courant, mentit Élise. Probablement liée à l'orage. Laurent la fixa avec intensité, comme s'il savait exactement ce qu'elle avait fait. Pendant un instant, Élise crut voir quelque chose d'étranger dans son regard, une présence ancienne et malveillante. La répétition est terminée pour aujourd'hui, annonça-t-il finalement. Nous reprendrons demain. Même heure. Les musiciens, encore désorientés, rangèrent leurs instruments. Beaucoup semblaient soulagés que la session soit interrompue. Michel avait pris Sophie dans ses bras. L'enfant s'était endormi, épuisé. « Je vais la ramener chez sa mère, dit-il à Élise. Elle ne devrait pas être ici. Comment est-elle arrivée? Elle dit qu'ils l'ont appelée. Les gardiens. Michel baissa la voix. Cet enfant a un don. Elle voit ce qui est caché. Laurent s'approcha, son visage ayant retrouvé son expression normale. Sophie? Comment est-elle venue ici? Elle a pris un taxi, apparemment, répondit Michel, évasif. Je vais la raccompagner chez son ex-femme. Laurent semblait confus. Oui, merci. Dites à Claire que je passerai plus tard. Il se tourna vers Élise. Nous devons parler. Dehors, l'orage s'était calmé. Michel partit avec Sophie, laissant Élise et Laurent seuls dans le studio presque vide. Qu'avez-vous ressenti pendant la répétition? Demanda Laurent, son regard scrutant celui d'Élise. C'était intense. La musique est extraordinaire, mais... il y a quelque chose de troublant. Comme si elle réveillait quelque chose en nous. Quelque chose d'ancien. Laurent sourit légèrement. Exactement. C'est pourquoi elle doit être jouée en entier. Pour comprendre ce que Moreau a découvert. Et si Michel a raison? Si cette musique est dangereuse? La connaissance est toujours dangereuse, Élise. Laurent s'approcha d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Nous sommes à la veille d'une découverte extraordinaire. Ne laissez pas la peur vous arrêter. Son téléphone sonna, brisant l'intimité du moment. C'était un numéro inconnu. Élise Dumas, répondit-elle. Mademoiselle Dumas, ici Jean Rivière de France Culture. La voix était enthousiaste. Nous avons entendu parler de votre découverte. La symphonie perdue de Moreau. Nous aimerions vous interviewer demain matin pour notre émission culturelle. Élise hésita, regardant Laurent qui l'encourageait d'un signe de tête. D'accord. Quelle heure? 8 heures. En direct. Nous aimerions aussi diffuser un extrait de la symphonie, si c'est possible. Je verrai ce que je peux faire, répondit-elle avant de raccrocher.
La nouvelle se répand, commenta Laurent. Bientôt, tout Paris parlera de Victor Moreau. Et de vous, qui aurez ressuscité son œuvre. De nous, corrigea-t-il. Nous sommes partenaires dans cette aventure, n'est-ce pas? Sur le chemin du retour, Élise sentit son téléphone vibrer à nouveau. Un message de Michel, allumez la radio. France Info. Maintenant. Elle s'arrêta sur un banc et sortit ses écouteurs. Le présentateur parlait d'un incident étrange survenu à Notre-Dame une heure plus tôt. Un morceau de pierre de plusieurs kilos s'est détaché de la façade, manquant de peu un groupe de touristes. Les autorités ont temporairement fermé le parvis pour inspection. Selon les premiers rapports, il s'agirait d'un fragment de gargouille. Élise sentit son sang se glacer. Elle composa le numéro de Michel. « Quelle gargouille ?» demanda-t-elle dès qu'il décrocha. « Astaroth » répondit-il, la voix tendue. « Son aile droite s'est brisée pendant que vous jouiez le troisième mouvement. » Ce n'est pas une coïncidence, Élise. Que dit Sophie? Elle dessine frénétiquement depuis son réveil. Toujours la même chose, Notre-Dame avec des créatures qui s'échappent des tours. Et au centre de chaque dessin, un homme dirigeant un orchestre. Élise raccrocha, troublée. Sur son téléphone, une notification indiquait que l'extrait de la répétition qu'elle avait partagé sur les réseaux sociaux devenait viral. Des milliers de vues en moins d'une heure. La musique se répandait. Et avec elle, quelque chose d'autre s'éveillait dans Paris. Cette nuit-là, Élise fit un rêve étrange. Elle se tenait sur le toit de Notre-Dame, entourée de gargouilles qui chantaient avec des voix humaines. Leur mélodie formait exactement le thème principal de la Symphonie des Ombres. Au loin, la ville de Paris s'embrasait. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Sur sa table de nuit, son téléphone affichait des dizaines de notifications. La vidéo de la répétition avait été vue plus d'1 million de fois pendant la nuit. Et dans toute la ville, des gens rapportaient avoir fait le même rêve étrange, des gargouilles qui chantaient, et Paris en flammes. Le bureau du père Mathieu, niché dans une aile administrative de Notre-Dame, était un havre de calme au milieu de l'agitation qui régnait dans la cathédrale. Des échafaudages avaient été dressés autour de la façade pour évaluer les dégâts causés par la chute du fragment de gargouille. Des experts en conservation s'affairaient, tandis que les journalistes tentaient d'obtenir des informations sur cet incident inhabituel. Élise, épuisée après son interview matinale à France Culture, observait le prêtre qui examinait attentivement le manuscrit original de la Symphonie des Ombres. Ces annotations dans les marges, murmura le père Mathieu, ses doigts effleurant délicatement le papier jauni. Ce ne sont pas de simples notes musicales. Que voulez-vous dire? Demanda Élise, se penchant pour mieux voir. C'est de l'araméen ancien, mêlé à des symboles ésotériques. Le prêtre ajusta ses lunettes. J'ai fait des études de langues anciennes avant d'entrer au séminaire. Ces symboles ressemblent à ceux utilisés dans certains grimoires médiévaux. Michel, assis silencieusement dans un coin de la pièce, hocha la tête comme si cette révélation confirmait ses pires craintes. Pouvez-vous les traduire? Demanda Élise. Partiellement. Ce passage ici? Le père Mathieu pointa une série de symboles qui encadraient une séquence particulièrement complexe de notes. Il évoque les gardiens de pierre et le sceau qui maintient fermée la porte. Point. Élise sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les mêmes termes que Michel avait utilisés pour décrire les gargouilles. Et ici, continua le prêtre, tournant délicatement une page, il y a une mise en garde, quand la symphonie sera jouée en entier, le sceau sera brisé, et ce qui est emprisonné sera libéré. Point. Un silence pesant s'installa dans la pièce. Au loin, le son des cloches de Notre-Dame annonçait midi. Père Mathieu, dit finalement Élise, croyez-vous à ces superstitions? Le prêtre retira ses lunettes et se frotta les yeux. L'Église a toujours reconnu l'existence de forces spirituelles, mademoiselle Dumas. Appelez cela superstition si vous voulez, mais Notre-Dame a été construite sur un ancien lieu de culte païen. Ces pierres portent plus d'histoire que nous ne pouvons l'imaginer. Le téléphone d'Élise vibra. Un message de Laurent, répétition générale confirmée pour ce soir. 20h, avec public restreint. Journalistes et critiques. Michel se leva brusquement. Vous ne pouvez pas laisser cette répétition avoir lieu. Je ne peux pas l'arrêter, répondit Élise. Le projet a pris une ampleur que je ne contrôle plus. Laurent est déterminé, et la direction de Radio France est enthousiaste. Il parle même d'une diffusion en direct. Alors nous devons modifier la partition, intervint le père Mathieu.
Si Moreau a intentionnellement saboté sa symphonie pour empêcher le rituel de s'accomplir, nous devons comprendre comment. Il se dirigea vers une bibliothèque et en sortit un volume ancien. Voici un traité sur la musique sacrée et les harmoniques divines. Il pourrait nous aider à comprendre ce que Moreau a tenté de faire. Pendant les heures qui suivirent, ils disséquèrent la partition, identifiant les passages où Moreau semblait avoir introduit des dissonances subtiles, des ruptures dans le flux harmonique qui paraissaient intentionnelles. Ces mesures ici, dit Élise, pointant une séquence dans le 4e mouvement. Elles brisent complètement la progression harmonique établie. C'est presque comme s'il avait inséré une clé dans une serrure, puis l'avait délibérément cassée, compléta le père Mathieu. Pour que la porte reste fermée. Michel, qui avait quitté la pièce plus tôt, revint avec Sophie. La fillette tenait un nouveau dessin, Notre-Dame vue de nuit, avec des silhouettes ailées s'échappant des tours, et au premier plan, un homme en costume de chef d'orchestre, les bras levés comme pour accueillir ses créatures. Elle n'arrête pas de dessiner la même chose, expliqua Michel. Et elle parle dans son sommeil. En araméen. Le père Mathieu s'agenouilla devant l'enfant. Sophie, que te disent les gardiens? La fillette leva des yeux étrangement adultes vers le prêtre. Ils disent qu'ils sont fatigués. Qu'ils veulent rentrer chez eux. Mais ils ne peuvent pas abandonner leur poste. Quel poste, Sophie? Ils gardent la porte. Pour que les autres ne sortent pas. Elle pointa du doigt le dessin. Ceux-là. Les anciens. Ils étaient là avant les hommes. Élise s'approcha de la fenêtre. De là, elle pouvait voir les gargouilles qui surplombaient Paris. Sous la lumière déclinante de l'après-midi, elles semblaient plus vivantes que jamais, leurs expressions figées dans un éternel hurlement silencieux. Nous devons prévenir Laurent, dit-elle finalement. Lui montrer ce que nous avons découvert. Il ne vous écoutera pas, répondit Michel. Pas maintenant. Il est déjà sous leur influence. Sous l'influence de quoi? Des anciens. Il l'utilise pour achever ce que Moreau a refusé de faire. Le téléphone d'Élise sonna. C'était Laurent. Élise, où êtes-vous? Nous avons besoin de vous au studio. Les journalistes veulent vous interviewer avant la répétition. Laurent, nous devons parler. J'ai découvert quelque chose d'important sur la symphonie. Venez au studio, nous en discuterons ici. Sa voix était étrangement plate, dénuée d'émotion. D'accord. J'arrive. Elle raccrocha, inquiète. Je dois y aller. Pas seul, dit Michel. Je viens avec vous. Moi aussi, ajouta le père Mathieu, rangeant soigneusement le manuscrit dans sa sacoche. Cette affaire dépasse la simple musicologie maintenant. Sophie tira sur la manche d'Élise. Prends ça, dit-elle en lui tendant un petit objet. C'était une croix en argent, visiblement ancienne. Pour te protéger. Élise accepta le cadeau avec un sourire forcé. Elle ne croyait pas aux superstitions, mais la peur qui grandissait en elle cherchait désespérément un réconfort. Alors qu'ils quittaient Notre-Dame, le soleil se couchait sur Paris, baignant la ville dans une lueur rouge sang. Une volée de corbeaux s'éleva soudain des tours de la cathédrale, tournoyant comme une ombre vivante au-dessus de leur tête. Un mauvais présage, murmura le père Mathieu. Au studio de Radio France, l'atmosphère était électrique. Des journalistes et des critiques musicaux s'étaient rassemblés pour assister à cette répétition historique. L'orchestre au complet était déjà installé, accordant les instruments dans un bourdonnement nerveux. Laurent, impeccable dans son costume noir, discutait avec un groupe de personnes importantes. En voyant Élise, il s'excusa et vint à sa rencontre. Enfin, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Nous vous attendions. Son regard glissa vers Michel et le père Mathieu. Je ne savais pas que vous viendriez accompagner. Ils m'ont aidé à déchiffrer les annotations de Moreau, expliqua Élise. Laurent, nous devons parler en privé. C'est important. Après la répétition, répondit-il fermement. Tout le monde est prêt. Nous ne pouvons pas faire attendre la presse. Il s'agit de la structure même de la symphonie. Moreau l'a délibérément modifiée pour « je sais », coupa Laurent. J'ai corrigé ses erreurs dans ma version. Élise sentit son sang se glacer. Quelle correction? Moreau a introduit des dissonances qui perturbent le flux harmonique. J'ai restauré la version originale, telle qu'elle était destinée à être jouée. Comment pouvez-vous connaître la version originale? Laurent sourit, un sourire étrange qui transforma son visage. Disons que j'ai eu des indications.
Il se tourna vers l'orchestre et frappa dans ses mains. En place, s'il vous plaît. Nous commençons dans 5 minutes. Élise échangea un regard paniqué avec Michel et le père Mathieu. Il a modifié la partition. Il va jouer la version complète, sans les altérations de Moreau. Nous devons l'arrêter, dit Michel. Comment, demanda Élise. Regardez autour de vous. Tout est en place. La presse, l'orchestre. Le père Mathieu sortit le manuscrit original de sa sacoche. J'ai une idée. Mais nous aurons besoin de Sophie. Elle est restée avec Claire, mon ex-femme, dit Laurent en s'approchant à nouveau. Que complotez-vous tous les trois? Rien, répondit rapidement Élise. Nous discutions juste de l'importance historique de cette soirée. Laurent la fixa intensément, comme s'il cherchait à lire dans ses pensées. Puis son regard se porta sur la croix en argent que Sophie lui avait donnée, visible à son cou. Un joli bijou, commenta-t-il, une note de dédain dans la voix. Je ne vous savais pas croyante. Un cadeau, répondit-elle simplement. Il est temps, annonça Laurent en se dirigeant vers l'estrade. Élise, Michel et le père Mathieu prirent place au fond de la salle. Le prêtre sortit discrètement son téléphone. Que faites-vous, chuchota Élise. J'appelle Claire. Nous avons besoin de Sophie ici. Pourquoi? Parce qu'elle est le lien. Les gardiens lui parlent. Elle pourrait être notre seule chance d'arrêter ce qui va se produire. Laurent se tenait maintenant face à l'orchestre, majestueux et imposant. Les lumières se tamisèrent, plongeant la salle dans une semi-obscurité dramatique. Mesdames et messieurs, annonça-t-il d'une voix puissante, ce soir, nous ressuscitons une œuvre perdue depuis près de 2 siècles. La symphonie des ombres de Victor Moreau. Une œuvre visionnaire, qui transcende son époque et parle directement à notre âme. Il leva sa baguette. L'orchestre se tint prêt, dans cette seconde de tension parfaite avant que la musique ne jaillisse. Et maintenant, murmura le père Mathieu, que Dieu nous vienne en aide. La symphonie commença, plus puissante et envoûtante que lors des répétitions précédentes. Dès les premières mesures, Élise sentit que quelque chose avait changé. La musique semblait plus fluide, plus cohérente, comme si les dissonances intentionnelles de Moreau avaient effectivement été gommées. À l'extérieur, le vent se leva soudainement, hurlant autour du bâtiment comme une créature vivante. La symphonie des ombres se déployait dans la salle, enveloppant l'auditoire dans ses harmonies complexes. Le premier mouvement s'était achevé sous des applaudissements enthousiastes, et le deuxième, cet adagio hypnotique, avait laissé l'assistance dans un état de transe émotionnel. Élise, assise entre Michel et le père Mathieu, observait les réactions du public. Les visages exprimaient une fascination mêlée d'une étrange inquiétude, comme si la beauté de la musique cachait quelque chose de troublant que chacun percevait inconsciemment. Laurent dirigeait avec une passion fiévreuse, son corps entier semblant possédé par la musique. Il ne suivait plus la partition, conduisant l'orchestre de mémoire, comme si chaque note était gravée dans son âme. Regardez ses yeux, chuchota Michel. Ce n'est plus lui qui dirige. En effet, le regard de Laurent avait changé, devenant plus intense, presque lumineux dans la pénombre de la salle. Le troisième mouvement, ce scherzo frénétique, commença dans un tourbillon de notes rapides. Les musiciens jouaient avec une précision surnaturelle, leurs doigts volant sur les instruments à une vitesse presque impossible. À l'extérieur, l'orage qui menaçait depuis le début de la soirée éclata avec violence. La pluie martelait les fenêtres, et des éclairs illuminaient sporadiquement la salle, projetant des ombres fantastiques sur les murs. Le téléphone du père Mathieu vibra. Il le consulta discrètement. « Claire arrive avec Sophie, murmura-t-il à Élise. Elles seront là dans 10 minutes. » « Que comptez-vous faire exactement » demanda Élise, inquiète. « Sophie est le lien avec les gardiens. Si quelqu'un peut les aider à maintenir le sceau, c'est elle. » Le troisième mouvement s'intensifiait, atteignant un climax d'une puissance terrifiante. Les lumières de la salle vacillèrent, puis s'éteignirent complètement pendant quelques secondes. Quand elles se rallumèrent, elles avaient pris une teinte bleuâtre, baignant l'orchestre dans une lumière spectrale. Un murmure d'inquiétude parcourut l'assistance. Certains spectateurs se levèrent, mal à l'aise, mais la musique les maintenait comme hypnotisés, incapables de quitter la salle. Élise sentit la croix en argent à son cou devenir étrangement chaude. Elle la toucha et fut surprise de la trouver brûlante. Un bruit sourd retentit au-dessus de leur tête, comme si quelque chose d'énorme avait atterri sur le toit du bâtiment. Puis un autre, et encore un autre. « Ils viennent » murmura Michel, le visage blême.
Les gardiens quittent Notre-Dame. Le troisième mouvement s'acheva dans un silence surnaturel. Personne n'applaudit. L'atmosphère était devenue trop étrange, trop oppressante. Laurent se tourna vers le public, son visage luisant de sueur, ses yeux brillant d'une lueur qui n'était pas entièrement humaine. Et maintenant, annonça-t-il d'une voix qui semblait résonner de manière inhumaine, le final. Le mouvement que Victor Moreau n'a jamais osé faire jouer. Celui qui achèvera ce qu'il a commencé il y a près de 2 siècles. Il leva sa baguette, et l'orchestre se prépara pour le 4e mouvement. C'est à ce moment que les portes de la salle s'ouvrirent brusquement. Claire, une femme élégante d'une 40aine d'années, entra, tenant Sophie par la main. L'enfant s'arrêta net en voyant son père sur l'estrade. « Non » cria-t-elle. « Papa, arrête !» Laurent se figea, sa baguette en l'air. Pendant un instant, son visage sembla retrouver son expression normale, comme si la voix de sa fille l'avait momentanément ramené à lui-même. « Sophie » murmura-t-il, confus. L'enfant se précipita vers l'estrade, échappant à la main de sa mère. « Ils te mentent, papa. Ce ne sont pas les gardiens qui te parlent, ce sont les autres. Ceux qui sont enfermés. » Un grondement sourd secoua le bâtiment. Les lumières vacillèrent à nouveau. « Qu'est-ce qui se passe » demanda un journaliste, se levant de son siège. « Est-ce une mise en scène » Élise se précipita vers l'estrade, suivie de Michel et du père Mathieu. « Laurent, écoutez votre fille. La symphonie est un rituel pour briser un sceau ancien. Vous êtes manipulé. » Le regard de Laurent passa de sa fille à Élise, puis à l'orchestre qui attendait, tendu. Un combat intérieur semblait se livrer en lui. « La musique. » murmura-t-il. « Elle doit être jouée. » Elle le demande. « Qui, Laurent » insista Élise. « Qui vous demande de la jouer ?» Avant qu'il puisse répondre, un bruit de verre brisé retentit. Une des grandes fenêtres de la salle venait de voler en éclats, comme frappée par une force invisible. Une silhouette massive se découpa dans l'ouverture béante. Une gargouille, arrachée de Notre-Dame, ses ailes de pierre déployées, ses yeux brillants d'une lueur rougeâtre. Des cris de panique s'élevèrent dans la salle. Les spectateurs se levèrent en masse, se bousculant vers les sorties. « Astaroth » murmura Sophie, fixant la créature sans peur. « Il est venu nous aider. » La gargouille s'avança dans la salle, ses pas lourds faisant trembler le plancher. D'autres formes apparurent aux fenêtres brisées, d'autres gardiens de pierre, arrachés à leur veille séculaire. Laurent semblait paralysé, sa baguette toujours levée. L'orchestre, terrifié, restait figé sur place. « La partition » dit soudain le père Mathieu, sortant le manuscrit original de sa sacoche. « Nous devons restaurer les modifications de Moreau. Les dissonances qui maintiennent le sceau fermé. » Il tendit le manuscrit à Élise. « Vous êtes musicologue. Vous pouvez identifier les passages clés. » Élise prit le manuscrit d'une main tremblante. Les annotations en araméen semblaient presque pulser sur le papier, comme animées d'une vie propre. « Ici, dit-elle, pointant une séquence dans le 4e mouvement. Et ici. Ce sont les passages que Laurent a corrigés, point. » Sophie s'approcha d'Élise, posant sa petite main sur le manuscrit. « Je peux les voir, dit-elle. Les notes qui protègent. » Un nouveau grondement secoua le bâtiment, plus violent cette fois. Des fissures apparurent dans les murs, comme si une force immense poussait de l'extérieur pour entrer. « Ils arrivent, dit Sophie, son visage pâle mais déterminé. Les anciens. Ils essaient de passer. » Laurent semblait sortir lentement de sa transe. Il regarda autour de lui, comme s'il se réveillait d'un long cauchemar. « Que ai-je fait » murmura-t-il. « Ce n'était pas vous » dit Élise en s'approchant de lui. « Vous étiez sous leur influence. » Elle lui tendit le manuscrit. « Nous devons jouer la version originale de Moreau. Avec les dissonances qu'il a intentionnellement introduites. C'est notre seule chance. » Laurent prit le manuscrit, ses mains tremblantes. « Je ne suis pas sûr de pouvoir. »« Tu peux, papa » dit Sophie avec une confiance absolue. « Les gardiens t'aideront. » Comme pour confirmer ses paroles, Astaroth s'avança, sa forme massive projetant une ombre gigantesque sur l'orchestre. Les autres gargouilles prirent position autour de la salle, formant un cercle protecteur. Laurent regarda sa fille, puis les créatures de pierre, puis finalement Élise. Une résolution nouvelle apparut dans ses yeux. « Orchestre » annonça-t-il d'une voix ferme, « nous allons jouer le 4e mouvement, mais avec des modifications.
Suivez attentivement mes indications. Il distribua rapidement les nouvelles instructions aux musiciens, qui les accueillirent avec un mélange de confusion et d'appréhension. « Êtes-vous sûr que c'est sans danger ?» demanda le premier violon, jetant un regard nerveux aux gargouilles. « C'est notre seule chance, répondit Laurent. Dehors, l'orage redoublait d'intensité. Des éclairs frappaient les bâtiments environnants avec une fréquence anormale, comme si le ciel lui-même participait à cette bataille surnaturelle. Laurent leva sa baguette. L'orchestre se prépara, tendu mais déterminé. « Pour Moreau, murmura Laurent. Et pour Paris. » Le quatrième mouvement commença, différent de ce que Laurent avait prévu initialement. Les dissonances que Moreau avait introduites étaient maintenant accentuées, créant une tension harmonique presque insupportable. Sophie se tenait près de son père, ses yeux fermés, comme en communion avec les gardiens de pierre. Élise, Michel et le père Mathieu formaient un demi-cercle protecteur autour d'eux. La musique s'intensifiait, chaque dissonance semblant repousser une force invisible qui tentait de pénétrer dans la salle. Les gargouilles vibraient en résonance avec certaines fréquences, leur corps de pierre émettant un bourdonnement grave qui se mêlait à l'orchestre. Soudain, une déchirure sembla apparaître dans l'air même, au centre de la salle. Une faille lumineuse qui s'élargissait au rythme de la musique, révélant un vide obscur au-delà. « La porte !» cria Michel. « Elle s'ouvre malgré tout. » Des formes indistinctes s'agitaient dans cette brèche dimensionnelle, tentant de se frayer un passage vers notre monde. Des silhouettes anciennes, ni humaines ni animales, des entités qui n'avaient pas foulé la terre depuis des millénaires. Astaroth et les autres gargouilles se positionnèrent autour de la faille, formant une barrière vivante. Leurs corps de pierre commencèrent à se fissurer sous l'effort, comme si elles absorbaient une force destructrice pour protéger les humains présents. « Ils ne tiendront pas longtemps, dit Sophie, sa voix étrangement adulte. La musique doit changer encore. » Laurent regarda sa fille avec désespoir. « Comment ? Nous jouons déjà la version de Moreau. »« Pas assez, répondit Sophie. Il faut aller plus loin. Inverser complètement. » Élise comprit soudain. La symphonie ouvre la porte, mais si nous l'inversons, elle pourrait la refermer, compléta le père Mathieu. Laurent saisit l'idée au vol. Orchestre. Nous allons jouer le thème principal à l'envers, en commençant par la fin. Les musiciens échangèrent des regards confus, mais commencèrent à réorganiser leur partition. Pas le temps, cria Élise alors que la faille s'élargissait davantage. Une gargouille s'effondra, réduite en poussière par l'effort de contenir les entités. Laurent prit une décision désespérée. « Suivez-moi » ordonna-t-il à l'orchestre. Sans partition, guidé par son instinct musical et peut-être quelque chose de plus, il commença à diriger le thème principal de la symphonie à l'envers. Les premiers accords furent hésitants, dissonants, mais progressivement, une nouvelle harmonie émergea de ce chaos apparent. Une musique qui n'avait jamais été entendue, la négation parfaite de la symphonie des ombres. Sophie s'avança vers la faille, la croix d'argent qu'elle avait donnée à Élise maintenant dans sa main. L'objet brillait d'une lumière bleuâtre, pulsant au rythme de la musique inversée. « Les gardiens ont besoin d'un ancrage, dit-elle. Quelqu'un qui les lie à ce monde. » Élise comprit avec horreur ce que l'enfant envisageait. Sophie, non. Mais la fillette avait déjà plongé sa main dans la faille, tenant la croix devant elle comme un bouclier. Sa silhouette sembla se dédoubler, comme si elle existait simultanément dans deux dimensions. Laurent, voyant sa fille en danger, faillit interrompre la musique. « Sophie » cria-t-il, déchiré entre son rôle de chef d'orchestre et celui de père. « Continue, papa » répondit l'enfant, sa voix résonnant étrangement. « Je suis leur encre maintenant. Je peux les aider à refermer la porte. » La musique atteignit un nouveau climax, les thèmes inversés créant une résolution harmonique parfaite, comme si la symphonie trouvait enfin son véritable sens. Les gargouilles restantes formèrent un cercle autour de Sophie, leur corps de pierre s'illuminant de l'intérieur. Elles commencèrent à chanter, leur voix rocailleuse se mêlant à l'orchestre dans une harmonie surnaturelle. La faille commença à se rétrécir, les entités qui tentaient de la franchir repoussées par cette nouvelle barrière sonore. Sophie, au centre de ce maelstrom d'énergie, semblait transfigurée, son petit corps irradiant une lumière dorée. Laurent dirigeait avec une intensité surhumaine, chaque geste de sa baguette précis et puissant. L'orchestre, dépassant ses limites, produisait une musique transcendante, à la fois terrifiante et sublime. Dans un dernier accord parfait, la faille se referma brusquement, libérant une onde de choc qui renversa tout le monde. Les lumières s'éteignirent complètement,
plongeant la salle dans l'obscurité totale. Un silence absolu s'installa. Puis, lentement, les lumières de secours s'allumèrent, révélant une scène de chaos. Les musiciens étaient éparpillés parmi leurs instruments renversés. Les spectateurs qui n'avaient pas fui étaient recroquevillés contre les murs. Laurent se releva péniblement, cherchant désespérément sa fille du regard. Sophie. Au centre de la salle, là où s'était trouvée la faille, il ne restait que poussière de pierre et fragments de gargouille. Sophie gisait inconsciente au milieu de ce cercle, la croix d'argent serrée dans sa main. Laurent se précipita vers elle, la prenant dans ses bras avec une tendresse infinie. « Sophie, réveille-toi. S'il te plaît. » L'enfant ouvrit lentement les yeux, son regard momentanément distant, comme s'il contemplait encore un autre monde. Puis elle sourit, reconnaissant son père. « Ils sont rentrés chez eux, papa, murmura-t-elle. Les gardiens. Ils étaient si fatigués. » Élise s'approcha, suivie de Michel et du père Mathieu. « Et les autres? Les anciens? » « Enfermés à nouveau, répondit Sophie. « Mais le sceau est différent maintenant. Plus fort. » Elle regarda la croix dans sa main. « Je fais partie du sceau maintenant. » Laurent serra sa fille contre lui, les larmes coulant librement sur son visage. « Qu'est-ce que ça signifie ?» Le père Mathieu s'agenouilla près d'eux. « Cela signifie que votre fille a un don extraordinaire, monsieur Beaumont. Un don qui vient d'être reconnu par des forces très anciennes. Elle sera liée aux gardiens désormais, ajouta Michel. Comme ma famille l'a été pendant des générations. » Dehors, l'orage s'était calmé. À travers les fenêtres brisées, on pouvait voir les étoiles apparaître dans le ciel nocturne de Paris. Élise ramassa le manuscrit de la Symphonie des Ombres, miraculeusement intact malgré le chaos. Les annotations en araméen semblaient avoir changé, formant de nouveaux motifs sur le papier jauni. « Que faisons-nous de ceci ?» demanda-t-elle. « Il doit être protégé, répondit le père Mathieu. Mais jamais détruit. Certaines connaissances sont dangereuses, mais nécessaires. » Laurent se releva, portant Sophie dans ses bras. « Cette musique ne doit plus jamais être jouée dans sa forme originale. » Non, confirma Michel. « Mais votre version inversée, elle pourrait avoir d'autres propriétés. Des propriétés protectrices. » Élise regarda autour d'elle, observant les musiciens qui se relevaient lentement, encore sous le choc mérindème. « Comment expliquerons-nous tout ceci ?» Laurent eut un sourire fatigué. Une expérimentation musicale qui a mal tourné? Un effet spécial qui a dérapé? La vérité reste entre nous, dit le père Mathieu. Comme elle l'a toujours été pour ceux qui gardent les secrets de Notre-Dame. Alors qu'il quittait la salle dévastée, Élise jeta un dernier regard aux fragments de gargouilles éparpillés sur le sol. Pour un instant, elle crut voir la poussière de pierre se rassembler légèrement, comme animée d'une volonté propre. Paris avait été sauvé cette nuit, mais à quel prix? Et pour combien de temps? La Symphonie des Ombres avait révélé son véritable pouvoir, et rien ne serait plus jamais comme avant. Un an s'était écoulé depuis la nuit fatidique où la Symphonie des Ombres avait failli ouvrir une porte interdite. Paris avait continué sa vie, ignorante du danger qui l'avait menacé. L'incident au studio de Radio France avait été officiellement attribué à un court-circuit électrique ayant provoqué une panique, suivie d'une tempête particulièrement violente qui avait endommagé le bâtiment. Élise Dumas gravissait les marches de Notre-Dame sous un soleil printanier. La cathédrale avait retrouvé sa majesté sereine, ses gargouilles restaurées veillant à nouveau sur la ville. Peu de visiteurs remarquaient que certaines d'entre elles étaient légèrement différentes, leurs traits plus doux, leur posture moins menaçante. Dans la nef, Michel Lefebvre polissait méticuleusement un banc en bois. En voyant Élise, il sourit et s'approcha d'elle. « Mademoiselle Dumas, quelle bonne surprise. »« Bonjour, Michel. Comment allez-vous ?»« Bien, très bien. Les pierres sont calmes ces temps-ci. » Il baissa la voix. « Ils dorment paisiblement. » Élise hocha la tête, comprenant le sous-entendu. « Et Sophie ? Elle vient chaque dimanche. Elle monte aux galeries et leur parle. Ils répondent à leur façon. » Ils marchèrent ensemble vers une petite porte discrète, celle qui menait aux archives. Le père Mathieu les y attendait, son visage serein illuminé par la lumière colorée des vitraux. Élise, pile à l'heure. « Venez, tout est prêt. » Ils descendirent dans une crypte rarement ouverte au public. Au centre de la pièce, un coffre en bois ancien reposait sur un socle de pierre. Autour, des bougies formaient un cercle de lumière douce.
Le nouveau sanctuaire est terminé, expliqua le père Mathieu. Nous pouvons enfin y placer le manuscrit. Élise sortit de son sac une boîte en métal scellée. À l'intérieur reposait la symphonie des ombres, soigneusement restaurée et préservée. Vous êtes sûr de vouloir la laisser ici, demanda le prêtre. C'est votre découverte, après tout. C'est laquelle appartient, répondit Élise. Sous la protection des gardiens. Elle ouvrit la boîte et en sortit délicatement le manuscrit. Les annotations en araméen semblaient moins menaçantes maintenant, transformées par l'expérience vécue un an plus tôt. J'ai terminé mon travail dessus, dit-elle en le déposant dans le coffre. Ma thèse sur « Les compositeurs oubliés du XIXe siècle » mentionne Moreau, mais seulement comme une note de bas de page. Certaines musiques ne sont pas destinées à être entendues. Pas sous leur forme originale, du moins, ajouta une voix derrière eux. Laurent Beaumont se tenait à l'entrée de la crypte, tenant Sophie par la main. L'enfant, maintenant âgé de 11 ans, avait grandi. Ses yeux portaient une sagesse qui dépassait largement son âge. Laurent, sourit Élise. Je ne savais pas que vous viendriez. Sophie a insisté, répondit-il. Elle dit qu'elle devait être présente pour la cérémonie. L'enfant s'approcha du coffre et y déposa un petit objet, une gargouille miniature sculptée dans la pierre. Pour qu'il veille toujours sur la musique, expliqua-t-elle simplement. Le père Mathieu referma solennellement le coffre et tourna une clé ancienne dans la serrure. Ainsi soit-il. Que ce qui a été scellé le reste pour l'éternité. Michel s'avança et plaça sa main sur le coffre. Ma famille continuera de veiller, comme elle l'a toujours fait. Et la mienne aussi, maintenant, ajouta Sophie avec une gravité touchante. Ils remontèrent ensemble vers la cathédrale baignée de lumière. Laurent et Élise marchaient côte à côte, un lien silencieux s'étant formé entre eux au cours de l'année écoulée. « Comment avance votre nouveau projet » demanda Élise. Laurent sourit. Écho de pierre sera créé le mois prochain avec l'Orchestre national. Une œuvre inspirée par notre expérience. Vous avez utilisé les thèmes inversés ? Réinventé, plutôt. Transformé en quelque chose de nouveau. Quelque chose qui renforce plutôt que de détruire. Ils s'arrêtèrent sur le parvis, contemplant la façade de Notre-Dame. Les gargouilles semblaient les observer avec bienveillance. Parfois, dit Laurent, je les entends encore. Pas comme avant, pas comme une possession, mais comme un murmure lointain. Une mélodie qui veille sur Paris. La musique des gardiens, acquiesça Élise. Elle a toujours été là. Nous avons simplement appris à l'écouter. Sophie leva les yeux vers les tours. Ils sont heureux maintenant. Ils ne sont plus seuls à porter le fardeau. Michel posa une main paternelle sur l'épaule de l'enfant. Et ils ne le seront jamais plus. Le père Mathieu s'approcha d'Élise. Que allez-vous faire maintenant, mademoiselle Dumas ? Retourner à l'université. J'ai accepté un poste aux archives musicales de Notre-Dame, répondit-elle. Il semble que j'ai encore beaucoup à apprendre sur les secrets que renferment ces murs. Le soleil commençait à décliner, baignant la cathédrale dans une lumière dorée. Les touristes s'éloignaient progressivement, laissant le parvis presque désert. Il y a d'autres manuscrits, dit doucement le père Mathieu. D'autres compositeurs qui ont entendu les voix de Notre-Dame au fil des siècles. Certains ont créé de la beauté, d'autres ont presque libéré le chaos. Comme Moreau, murmura Élise. Moreau était différent, intervint Michel. Il a compris son erreur à temps. Il a saboté sa propre œuvre pour protéger le monde. Laurent observait sa fille qui semblait communiquer silencieusement avec les gargouilles au-dessus d'eux. Sophie parle d'autres lieux, dit-il. D'autres cathédrales, d'autres monuments où des gardiens veillent sur des sceaux similaires. Le monde est plein de portes, acquiesça le père Mathieu. Et chacune a besoin de ses gardiens. Élise sentit un frisson la parcourir malgré la douceur du soir. Vous pensez que cela pourrait se reproduire ailleurs ? Cela s'est toujours produit, répondit Michel. Depuis que l'humanité existe. Nous construisons des temples, des églises, des monuments aux endroits où le voile entre les mondes est mince. Puis nous oublions pourquoi nous les avons construits. Sophie revint vers eux, son visage illuminé d'un sourire serein. Astaroth dit qu'il est temps de partir. Le soleil se couche, et c'est leur moment de veille. En effet, les ombres s'allongeaient sur le parvis, et les gargouilles semblaient plus vivantes dans cette lumière crépusculaire, leurs silhouettes se détachant contre le ciel rougeoyant. Nous devrions y aller, dit Laurent en prenant la main de sa fille. Claire attend Sophie pour dîner. Nous dînons ensemble ce soir, précisa l'enfant avec un sourire malicieux.
Maman et papa. Comme avant. Laurent et Élise échangèrent un regard. Les choses changent, dit-il simplement. Certaines pour le mieux, ajouta Élise. Ils se séparèrent sur le parvis, chacun retournant à sa vie transformée par les événements de l'année précédente. Michel vers son logement de fonction dans la cathédrale, le père Mathieu vers ses obligations vespérales, Laurent et Sophie vers leur dîner familial. Élise resta un moment seule face à Notre-Dame. Le manuscrit était maintenant en sécurité, scellé dans les profondeurs de la cathédrale. Sa thèse était terminée, mentionnant Moreau comme une curiosité historique mineure, sans révéler la véritable nature de sa musique. Le monde académique n'avait jamais entendu la symphonie des ombres et ne l'entendrait jamais. Pourtant, quelque chose d'elle résonnait encore dans l'air de Paris. La version inversée que Laurent avait composée dans un moment de désespoir était devenue la base de sa nouvelle œuvre, Écho de pierre. Une musique de protection, de guérison. Élise leva une dernière fois les yeux vers les gargouilles. « Bonne nuit, gardien, murmura-t-elle. Veillez bien sur nous. » Elle crut voir, l'espace d'un instant, une des créatures de pierre incliner légèrement la tête en réponse. Mais c'était peut-être simplement un effet de la lumière déclinante. En s'éloignant, elle entendit les cloches de Notre-Dame sonner l'Angélus. Leur mélodie semblait porter un message différent maintenant, un rappel de la vigilance éternelle des gardiens de pierre. Dans son sac, Élise portait une copie des notes qu'elle avait prises sur la symphonie des ombres. Non pas la partition elle-même, mais ses observations, ses analyses. Un témoignage codé de ce qu'elle avait vécu, destiné à ceux qui viendraient après elle, qui pourraient un jour se retrouver confrontés à d'autres musiques interdites, à d'autres portes scellées. Car si une chose était certaine, c'est que la mélodie des gardiens continuerait de résonner à travers les âges, tantôt comme un avertissement, tantôt comme une protection. Et quelque part dans cette symphonie éternelle, les notes de Moreau, de Laurent, et maintenant d'Élise elle-même, s'entremêlaient dans une harmonie qui transcendait le temps. La nuit tomba sur Paris, enveloppant Notre-Dame dans son manteau d'obscurité. Les gargouilles prirent leur veille nocturne, silhouettes vigilantes contre le ciel étoilé. Et sous leurs ailes de pierre, la ville dormait en paix, ignorante du danger qui l'avait menacée et des gardiens qui continuaient de la protéger. Car certaines histoires ne sont pas destinées à être connues de tous. Certaines mélodies ne doivent pas être jouées. Et certains gardiens veillent dans l'ombre, éternels et patients, sur les portes qui ne doivent jamais s'ouvrir. Fin.